peur du communisme, tout fut lié à une prétendue conspiration juive. Cette manipulation des masses, appuyée par des slogans simples et violents, fit basculer des millions de citoyens ordinaires dans l'acceptation, voire la complicité, d'un projet de destruction. Le défi posé à l'humanité est alors immense. Comprendre comment la peur et la frustration collective peuvent être canalisées par des leaders extrémistes pour justifier l'injustifiable. La comparaison avec d'autres époques et d'autres lieux devient inévitable. Car si le nazisme représente un sommet de cruauté industrielle, il n'est pas le seul épisode de haine organisée dans l'histoire. D'autres peuples ont subi des génocides, d'autres régimes ont ciblé des minorités. Cela nous montre que le mal n'est pas propre à une seule nation, mais qu'il peut ressurgir partout où l'intolérance se nourrit de silence et où l'idéologie efface l'humanité de l'autre. C'est ici que la mémoire devient essentielle. Se souvenir non pas seulement pour honorer les morts, mais pour éviter de reproduire les erreurs. Les camps nazis symbolisent une logique implacable, presque mécanique, où la vie humaine n'avait plus aucune valeur. Les convois arrivaient chaque jour, chargés d'hommes, de femmes et d'enfants. À la descente des wagons, quelques minutes suffisaient pour décider du sort de chacun. Une simple main pointée à gauche ou à droite par un médecin SS signifiait la survie provisoire ou la mort immédiate. Et pourtant, malgré cette noirceur absolue, des gestes de résistance, des élans de solidarité surgirent parfois. Des prisonniers partageaient un morceau de pain, des familles tentaient de rester unies jusqu'au bout, certains prenaient des risques insensés pour sauver un compagnon. Ces fragments d'humanité, minimes face à l'ampleur de la tragédie, rappellent que même dans l'enfer, la dignité humaine pouvait subsister. Avec la libération des camps, le monde entra dans une ère de stupeur. Les images filmées par les armées alliées, les témoignages des survivants, firent vaciller les certitudes. On ne pouvait plus prétendre ignorer ce qui s'était passé. Mais une autre question surgit. Comment reconstruire après un tel désastre? Comment donner un avenir à des millions de personnes déracinées, sans famille, sans foyer, marquées à jamais par l'horreur? Les réfugiés juifs, errant d'un camp à l'autre, confrontés à l'indifférence ou au rejet, symbolisaient le poids immense du passé sur le présent. C'est dans ce contexte que l'idée d'un État-refuge, Israël, trouva une légitimité historique incontestable. Mais en même temps, elle introduisit de nouvelles tensions au Moyen-Orient, comme si les cicatrices du passé venaient se mêler aux défis du futur. Le poids du génocide se fit aussi sentir dans les consciences. De nombreux penseurs, philosophes, écrivains, furent bouleversés. Comment encore croire en l'homme, en la civilisation, après Auschwitz? Le philosophe Théodore Adorno déclara qu'écrire de la poésie après Auschwitz était barbare. Et pourtant, la poésie, la littérature, l'art devinrent des armes contre l'oubli. Les récits d'Elie Wiesel, de Primo Levi, le journal d'Anne Frank, ne sont pas seulement des témoignages historiques, ce sont des appels à l'humanité, des miroirs tendus à chaque génération. Le cinéma, de la liste de Schindler à La vie est belle, transforma ces souvenirs en récits universels. Mais le danger qui guette est toujours le même, l'érosion de la mémoire.